Des ambitions communes, une volonté de doubler le budget d'investissement vers le Maroc et un projet commun relancé, celui du tunnel de Gibraltar. Les relations Maroc-Espagne passent à une nouvelle étape, plus d'1 an et demi après la crise Brahim Rally. Place à la realpolitik, à la reconnaissance du plan d'autonomie du Sahara, mais surtout aux intérêts économiques communs. Alors jusqu'où cette alliance économique peut-elle aller ? Madrid peut-elle à l'avenir dépasser la France en termes de premier partenaire économique ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 10 février 2023, je vous propose de parler des relations Maroc-Espagne. 10 mois après la réconciliation diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, leurs dirigeants se retrouvent à Rabat pour un sommet bilatéral. Dans le cadre d'un forum économique organisé mercredi, le Premier ministre espagnol a loué la bonne entente entre les deux voisins. C'était le 1er février 2023. Rabat et Madrid organisaient un nouveau forum économique dans la capitale marocaine, le premier forum économique entre les deux pays depuis 8 ans. Un forum en présence de Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, avec un mot d'ordre: augmenter la cadence des relations commerciales et économiques. Bonjour, Mohamed Badine Aliatewi. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Dubaï. Après ce forum économique, l'Espagne peut-elle, selon vous, dépasser la France en termes de partenariat économique avec Rabat ? Alors, ça sera très difficile pour l'Espagne de vraiment surclasser la France à court terme. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau commercial, les choses vont très bien. Le vrai problème, et je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir si vous le souhaitez, c'est la question des investissements. C'est là que le bas blesse, mais au niveau commercial, l'Espagne va plutôt bien. De là à surpasser la France sur la longueur, ça en prend le chemin. À voir. Alors ça fait 11 ans maintenant que Madrid est le premier partenaire commercial effectivement de Rabat. Troisième partenaire économique pour l'instant, sachant que les États-Unis seront montés en 2022 vis-à-vis de la France. Qu'est-ce qui pêche ? Quels sont les points faibles de l'Espagne qui feraient qu'elle ne pourrait pas déloger la France ? Bon, si je devais garder que deux limites quelque part à l'envie espagnole de vraiment surclasser la France, je dirais la première, elle est d'ordre culturel. Les élites marocaines sont plutôt francophones et non pas hispanophones, même s'il y avait une tradition historiquement dans le nord du Maroc et au Sahara d'une population hispanophone et hispanophile qui s'est beaucoup réduite avec le temps. Les élites à Rabat et à Casablanca sont plutôt francophones et ça peut, on va dire, être une limite à tout ça. Même si on voit que chez les jeunes, il y a beaucoup d'intérêt envers la langue espagnole. Mais c'est une autre discussion. Et l'autre élément, je pense, qui limite, comme je l'ai dit, c'est la question des investissements. En termes d'investissement, l'Espagne reste loin derrière la France et loin derrière un certain nombre d'autres pays, les États-Unis ou même le Royaume-Uni, etc. Et je pense que les Espagnols ont plutôt intérêt à, et c'est peut-être l'un des objectifs de la dernière réunion de haut niveau que l'on a eue la semaine dernière, c'était vraiment d'insister sur cette question-là des investissements. Ouais. Puisque le voisin direct, c'est l'Espagne, c'est pas la France. Le pays qui a plutôt intérêt à investir au Maroc et à sortir peut-être, et ça serait peut-être une autre limite, de l'industrie, parce que beaucoup des investissements qui sont faits sont dans le secteur industriel au Maroc, mais pas trop dans le secteur des services. C'est l'une des différences, par exemple, entre la relation Espagne-Maroc qui est basée sur le secteur industriel essentiellement, et la relation Espagne-Amérique latine, où il y a beaucoup de services qui sont exportés et aussi beaucoup de sociétés de services qui sont implantées dans les pays latino-américains. Peut-être que ça serait des secteurs d'activité à avoir pour l'avenir du côté espagnol. En l'état actuel, les points forts de la présence espagnole au Maroc, c'est donc principalement son réseau industriel implanté ici au Maroc ? Oui, le réseau industriel et aussi le commerce bilatéral qui soit entre les deux pays. Au niveau industriel, ça se passe très bien. D'ailleurs, le Maroc en tire un certain bénéfice et le Maroc en a besoin pour son propre développement industriel. L'autre élément, c'est la volonté, et ça, on espère que ça se fera, parce que ça a commencé, et il y a la nécessité d'approfondir, c'est-à-dire une véritable intégration, je dirais, du microcosme industriel espagnol et marocain. Puisqu'on les a souvent vus comme des concurrents sur les 30 dernières années, et petit à petit, on commence à voir, même chez le patronat espagnol et chez les élites économiques espagnoles, la volonté de coopération plutôt que d'opposition entre les industries marocaines et espagnoles.
Et on parle surtout gros projet, Mohamed Badine Aliatiwi. J'ai l'impression, moi personnellement, de revoir la France et le Maroc il y a 20 ans en arrière, quand on parlait de TGV. Tiens, là justement, on parle TGV, on relance un vieux projet, le projet du tunnel Gibraltar-Maroc. Ce projet-là, est-ce que vous y croyez, vous en particulier? Et est-ce que ça peut être peut-être le projet phare qui peut faire accélérer la cadence sur le volet économique? Moi, je pense que ce projet-là est un projet nécessaire pour une accélération des échanges économiques entre les deux pays. C'est un projet très ancien qui remonte à la fin des années 70. Le roi feu Hassan II était un partisan de ce projet entre le sud de l'Espagne et Tanger. Je pense que le véritable problème qui va se poser, c'est un problème d'ordre technique. C'est-à-dire que l'exemple qui a souvent été mentionné, c'est celui du tunnel sous la Manche, entre la France et le Royaume-Uni. Sauf que les experts nous expliquent que, en fait, la qualité des sols sous la mer sont pas de la même qualité. C'est beaucoup plus difficile techniquement. Ça serait beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et aussi financièrement, ça coûterait beaucoup d'argent. Reste à savoir comment ça serait financé. Est-ce que ça serait 50-50? Est-ce que ça serait un partenariat public-privé ou bien uniquement les États? Vous voyez, c'est plus là-dessus que ça bute, sur des aspects, on va dire, techniques. Mais sur la nécessité du projet, oui, c'est un projet qui est nécessaire. Est-ce que l'hydrogène vert, ça c'est peut-être un des axes d'orientation de développement économique, de coopération entre les deux pays à l'avenir? Ça risque d'être l'un des sujets, on va dire, prioritaires à l'avenir, d'autant plus que c'est une priorité à la fois pour le gouvernement espagnol et à la fois pour le gouvernement marocain. Il y a aussi un intérêt, bien entendu, environnemental, mais aussi économique pour les deux pays derrière. Et c'est une priorité qui est défendue par les deux pays sur le plan international. Donc tout est on va dire, les planètes sont alignées pour permettre d'avancer sur ce genre de dossier. Ce rapprochement intensifié donc entre Rabat et Madrid, selon vous, est-ce qu'il peut être remis en cause d'ici quelques mois, d'ici un an, si Pedro Sánchez n'est pas reconduit Premier ministre en décembre prochain lors des prochaines élections législatives? Alors, l'argument de Pedro Sánchez, et surtout l'argument de son ministre des Affaires étrangères, Álvarez, c'est de dire que ce n'est pas la politique du gouvernement, c'est une politique d'État. Il a utilisé plusieurs fois cette terminologie face à l'opposition et face aux médias de son pays, en disant que c'est une politique d'État. Et donc la politique d'État, par principe, il y a une continuité, alors que la politique du gouvernement, elle peut s'effacer quand le suivant arrive aux manettes. Là, je pense que ce qui a été fait, et c'était, je pense, très malin, très intelligent et très habile de la part de Pedro Sánchez, et très bien pour les intérêts du Maroc, c'était aussi d'avoir en même temps que la réunion de haut niveau à Rabat, une réunion entre les patronats des deux pays. Et on sait qu'au moment de la crise qu'il y avait eu, suite à l'invitation de Brahim Rali, leader séparatiste, par le même gouvernement de Pedro Sánchez, mais avec un autre ministre des Affaires étrangères qui était Arantxa González, il y avait eu des pressions au moment de la crise qui avait duré quasiment un an avec le Maroc, de la part du patronat espagnol, parce qu'ils savent que les intérêts économiques, commerciaux entre l'Espagne et le Maroc sont des priorités pour eux, bien évidemment. Et donc, ils ne veulent pas se retrouver avec le même genre de problématique en décembre si Pedro Sánchez venait à être battu. Donc, la volonté de lier à la fois les accords étatiques, gouvernementaux, et aussi les réunions entre les patronats, et la volonté aussi de multiplier des partenariats publics-privés, font que, normalement, même après Pedro Sánchez, si jamais il venait à être battu en décembre, ou plus tard s'il était réélu, parce qu'il finira par partir un jour, et à ce moment-là, le Maroc doit avoir bien ficelé quelque part tous les accords pour qu'un gouvernement qui arriverait par la suite ne les remette pas en cause pour des raisons de politique politicienne ou des raisons diplomatiques anti-marocaines. Et vous le dites d'ailleurs dans le dossier de tel quel Maroc-Espagne d'égal à égal, que le patronat espagnol, c'est aussi l'Afrique qui le regarde et le Maroc est sa porte d'entrée. Oui, clairement. Le patronat espagnol, il voit le Maroc comme un marché, comme un partenaire, comme tout un ensemble d'éléments qui font que la stabilité du royaume est utile pour l'Espagne, pour le marché marocain, mais aussi pour se projeter. Parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait un marché ouest-africain qui était en devenir, un marché ouest-africain que beaucoup de pays cherchent à contrôler. Le Maroc est l'un d'eux, mais on a des pays comme la France, bien sûr, on a la Turquie, on a l'Allemagne qui s'y intéresse, et bien entendu la Chine depuis un certain nombre de décennies, et pourquoi pas bientôt les Russes pour un certain nombre de produits. Donc l'Espagne a tout intérêt à s'y implanter. Et géographiquement, mais aussi en termes de réseau d'affaires, elle est tout à fait consciente que sans le Maroc, ça sera beaucoup plus difficile
pour elle, l'Espagne, et plus particulièrement pour son patronat. Mohamed Badin El Yatioui, comment la presse espagnole et les partis politiques analysent ce rapprochement, cette intensification des relations entre le Maroc et l'Espagne? Et ce qui était intéressant, c'est de voir en fait comment une grande partie de la presse espagnole, pas toute, mais une grande partie de la presse était très critique envers Pedro Sánchez et son gouvernement. Il y avait le Partido Popular, c'est-à-dire la droite espagnole, qui disait finalement le chef du gouvernement s'est couché devant le Maroc, c'est-à-dire ce que nous au Maroc on appelle d'égal à égal, c'est le dossier tel quel pour lequel j'ai été interviewé par les Lachiques. On voyait clairement que pour le Maroc, c'était évident qu'en 2023, l'Espagne devait traiter le Maroc comme un égal. Mais du côté espagnol, et particulièrement du côté du Partido Popular, quand un gouvernement espagnol accepte de traiter le Maroc d'égal à égal, parce qu'il se rend compte de manière très stratégique, et c'est la réelle politique, que le Maroc n'est plus le Maroc d'il y a 40 ou 50 ans, et ben pour la droite espagnole, c'est un scandale. Vous voyez ? Parce qu'il y a cette habitude de vouloir imposer les choses aux pays africains, aux pays arabes, et particulièrement le Maroc dans ce cas de figure. D'un autre côté, vous avez les soutiens de Podemos, donc on va dire de la gauche radicale espagnole, qui eux sont sur des positions pro-Polisario complètement assumées et anti-intégrité territoriale du Maroc. Là, on a un angle d'attaque qui lui est vraiment axé sur la question du Sahara et sur le fait de critiquer la position espagnole. On ne parle même pas des dossiers économiques qui ont été discutés, des dossiers sociaux, etc. On axe sur le fait que Pedro Sánchez a fait ça parce que l'an dernier, il a changé de position concernant la marocanité du Sahara. Et ça les vexe profondément. Donc, l'actualité en Espagne a été traitée d'un point de vue vraiment avec des œillères et avec un regard quelque part qui est très ancien, qui n'est pas du tout adapté à la réalité, à la réelle politique. Et ça serait curieux de voir le Partido Popular, la droite espagnole, revenir au pouvoir dans quelques années, voir comment est-ce qu'elle réagirait et comment est-ce qu'elle agirait par rapport au Maroc. Je suis persuadé qu'elle choisira aussi la réelle politique. D'ailleurs, c'est le Parti populaire, selon vous, qui récolte les fruits, entre guillemets, de cette critique ou de ce jeu de critique vis-à-vis du Maroc? C'est une très bonne question, mais c'est très difficile d'y répondre dans le sens où je ne suis pas persuadé que l'élection du mois de décembre et la victoire ou la défaite des socialistes et de leur chef Pedro Sánchez se fera sur la relation avec le Maroc. Là, sur le coup, on peut avoir les Espagnols les plus nationalistes dire c'est un scandale, le Maroc est traité comme un égal, etc. Bon, voilà, ça c'est sur le coup. Mais je ne pense pas que ça fasse bouger les lignes au niveau de l'élection, vous voyez. C'est-à-dire que c'est des positions aussi bien à la droite de l'échiquier qu'à l'extrême gauche qui étaient figées et quelque part, quoi qu'ait décidé, quoi qu'ait fait Pedro Sánchez à Rabat en discussion avec son homologue Aziz Akhannouch, ils auraient tenu le même discours en fait. Donc je ne vois pas vraiment de gagnant comme ça à court terme, ni de perdant d'ailleurs. Merci beaucoup Mohamed Badin El Yatioui. Merci à vous. Et vous, que pensez-vous ? Pensez-vous que Madrid peut obtenir la première place en termes de partenariat économique devant la France d'ici les prochaines années ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.